Observatoire astronomique de Joulinon, à Toulouse. Il est 5 heures, la conférence se termine et je rassemble mes documents pendant que mon auditoire s'anime, silencieusement. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager à nouveau cette thèse que je portais déjà il y a quelques années devant une assemblée d'universitaires et d'enseignants qui l'avaient, à cette époque, accueillie avec un certain scepticisme. Je l'avais néanmoins adapté à un plus large public et nommé comme il se devait la conjonction de l'an 7. L'évolution des technologies nous permettait maintenant de reconstituer visuellement et avec précision ce phénomène astronomique assez rare que l'on appelle conjonction et, contrairement à l'intuition du célèbre astronome Kepler, l'étoile des Rois Mages n'était plus une supernova explosive, mais très certainement la conjonction de deux planètes brillantes et bien connues que sont Jupiter et Saturne. Elles avaient, 20 siècles plus tôt, toute une nuit, uni leur lumière dans un nouvel astre éphémère et brillant, semblait indiquer le chemin. J'allais partir quand une jeune femme quitte l'allée principale et s'approche, suivie d'un petit garçon. À voix feutrée, comme craignant qu'on l'entende, elle s'adresse à moi. « Bonjour, cet exposé était passionnant, merci. » « Tout le plaisir était pour moi, madame. Et merci à vous de m'avoir écouté, répondis-je, un peu flatté. La belle était assez jeune, et le gamin d'une dizaine d'années environ, timide dans la circonstance, se blottissait derrière elle et m'examinait discrètement, sans oser croiser mon regard. C'était un exposé un peu long et probablement trop technique pour un enfant de cet âge, ajoutai-je amusé. Rassurez-vous, il buvait vos paroles. Et je pense qu'il a compris l'essentiel, n'est-ce pas ? Demanda-t-elle, se retournant vers l'enfant en glissant sa main dans la chevelure blonde. Elle poursuit. Romain est passionné d'astronomie. Son père et moi lui avons offert cette année un télescope. Il souhaite devenir astronome, comme vous. C'est un très beau projet. Je l'y encourage. Et sortant de sa cachette, le gamin rebondit sur un ton très affirmé. J'ai aussi plusieurs livres d'astronomie et je connais les lois de Kepler. Surpris, je rétorque. Kepler ? C'est très impressionnant. Romain, dis-moi, quelle est la première loi de Kepler ? Fièrement, de façon claire et assurée, comme s'il l'eût répété des centaines de fois, il me lance. Les planètes du système solaire décrivent des trajectoires elliptiques, dont le Soleil occupe l'un des deux foyers. L'un des deux foyers. Je fus surpris d'obtenir une telle réponse de la part d'un petit garçon d'à peine une dizaine d'années, et à cet instant, j'avais l'impression de surprendre le destin, s'il eût existé. Comme il l'avait fait pour moi, il traçait peut-être un nouveau chemin dans la vie de ce petit ange, d'une façon un peu différente, et je découvrais ou je redécouvrais que ces grands paradigmes qui décrivaient l'univers n'étaient finalement pas si éloignés de nos vies individuelles, élémentaires. La mère du petit garçon semblait très fière de cette prédisposition. J'encourageai finalement le gamin à poursuivre dans son noble projet, imaginant pour lui un parcours riche, un avenir plein de ces étonnements qui nous font. Mes deux admirateurs quittèrent la salle, me laissant songeur, me renvoyant à mon histoire personnelle, et à ce moment précis où j'ai senti que ma vie prenait sens. « 21 ans plus tôt. L'idée de quitter en avance l'étude du soir m'avait plu. Cela me permettrait peut-être de suivre à la télévision quelques épisodes supplémentaires de mes héros
avant tous mes camarades. Exceptionnellement, ma mère était venue me chercher avant l'heure habituelle sur les marges de l'école, dans un après-midi de novembre sombre et humide. Je restais maintenant là, dans cette salle d'attente mal éclairée, assis silencieusement et fixant sans le vouloir des revues du monde disposées négligemment sur une table basse. Ce poussiéreux remugle ne demande qu'à s'échapper, si tant est que cette unique fenêtre puisse s'ouvrir, ce dont je doute. Elle est en avance sur moi. Elle a déjà été condamnée. Une porte s'ouvre. Un homme apparaît et nous regarde en souriant sans lâcher la porte. « Messieurs, dames, bonjour. » Ma mère se lève. « Je vais d'abord recevoir le petit Antoine, si vous le me permettez, madame. » Je croise le regard un peu sourieur et faussement rassurant de ma mère, qui se rassoit et d'un mouvement de tête m'invite à poursuivre son élan. « Assieds-toi là, s'il te plaît, » dit le vieil homme. Il s'installe derrière son bureau, me dévisage un instant. « Antoine, sais-tu pourquoi tu es là ? Quel âge as-tu, jeune homme ?» Embarrassé, je ne sais pas à quelle question répondre. Je porte mon regard en direction de ces deux grandes fenêtres, certainement condamnées elles aussi, comme leur cousine de la pièce d'à côté, espérant un instant que soit encore possible une évasion qui m'offrirait de ne pas avoir à affronter cette situation. « J'ai 11 ans, monsieur. » Le vieil homme empoigne un dossier bleu, baisse la tête et repositionnant ses lunettes sur le nez fait tourner quelques pages. « Très bien. Sais-tu qui je suis, ce que nous faisons ici, ensemble, aujourd'hui ?»« Oui, » répondis-je timidement. « Je suis juge et je dois gérer la séparation de tes parents. J'aurai à prendre quelques décisions te concernant. Tu comprends ? » ?»« Oui, monsieur. » J'ai lâché ces deux mots sans être persuadé que le vieil homme gris les ait entendus. J'ai même eu l'impression qu'à peine sortis de ma bouche, ils avaient décidé de faire demi-tour. Le tic-tac de cette vieille horloge n'est pas sans me rappeler la cadence hypnotisante du réveil mécanique de ma chambre, forçant tous les soirs l'endormissement jusqu'à ce que je sombre dans un profond sommeil. Mais comment diable pouvait-on supporter ce concert métallique et froid toute une journée sans avoir envie de s'endormir ? Ce juge, peut-être, ne dort pas. J'éprouve même un certain malaise à l'imaginer dans une vie personnelle, en dehors de ce vieux cabinet froid et de son costume. La première partie de notre entretien s'est résumée à la vérification des éléments qui étaient rassemblés dans son dossier. Mes états scolaires et les événements familiaux étaient passés en revue, et de temps à autre le juge levait les yeux par-dessus ses lunettes et me surprenait plus attentif au bruit de la ville rose qu'à ses paroles. Il força la voix comme pour mieux se faire entendre. « Tu sembles avoir des rapports un peu difficiles avec tes parents. Tu sais qu'ils ont décidé de se séparer. Si tu avais le choix, chez qui préférerais-tu vivre à présent ? Chez ta mère ou chez ton père ? » ?»« Je ne sais pas, monsieur. » »« Oui, c'est une question qu'on ne se pose pas habituellement, mais sois certain que je veillerai à ce que tout soit fait dans ton intérêt et celui de tes parents. » Combien de mes camarades eurent à se poser cette étrange question ? Faire un choix entre ma mère et mon père ? Ma réponse allait rendre ma mère malheureuse si je décidais de suivre mon père. Elle m'en voudrait. Je ne répondis donc rien.
Mais j'avais l'impression qu'il fallait que je prenne position dans cette situation, favorisant l'un au détriment de l'autre. Difficile de savoir à qui plaire, et quelles en seraient les conséquences. Je continuais d'entendre les commentaires du vieil homme sur les bonnes façons de devenir un garçon raisonnable et attentif à bien préparer son avenir, faisant référence à mes mensonges, à mes récentes fugues, à ces moments volés, pleins d'anxiété et de fausses libertés auxquelles je n'avais pas pu résister. Longtemps plus tard, et bénéficiant du recul que donne une certaine expérience, je compris que le déroulement chaotique de la vie jalonné de hasards, de rencontres et de choix que l'on fait en conscience ou même, quelquefois, sans le savoir, était comparable à une grande trame de fil, comme une toile sur laquelle se dessinait mon histoire. Et j'étais là, à ce moment de ma courte vie, au croisement de deux fils, sur un nœud qui ne se défrait pas et qui marquait le début d'une étape en me conduisant vers une autre et ainsi de suite. Même si ma situation personnelle n'était pas comparable, me revint le souvenir de Guy, un camarade de classe. Nous n'étions pas vraiment proches, il était aimable et discret, portait toujours le même pantalon de velours bleu marine. Une chevelure dense et hirsute d'où émergeaient difficilement deux yeux timides et un peu rieurs. Il passait son temps à écarter ses cheveux sur le front et dégager ses oreilles, afin peut-être de mieux rester en contact avec le monde qui l'entourait. Il était externe, ne prenait pas ses repas du midi comme nous autres au réfectoire. Il devait donc habiter à proximité de l'école ou déjeuner dans la famille, je n'en savais pas plus. Un matin, il manqua à l'appel. Le pensant malade, victime possible des indispositions de ce début d'hiver humide, le cours avait commencé quand le directeur de l'école fit irruption dans notre classe. Sur un ton grave, il nous informa que notre camarade Guy Lanquetin ne reviendrait pas à l'école. Il venait récupérer ses affaires dans son pupitre et nous expliqua que, la veille au soir, ses parents avaient été victimes d'un accident de la route. Ils étaient tous les deux décédés. Mais Guy allait bien, comme l'indiqua maladroitement le directeur. Évidemment, lui n'avait aucun choix à faire. Un juge en costume gris décidait certainement de son placement dans son intérêt, peut-être. Il venait, lui aussi, de passer par un de ces nœuds qu'on n'évite pas, un de ceux qui ponctuent l'existence, qui interrompt l'écoulement du fil et qui ouvre une nouvelle étape ou marque la fin. Mon entretien avec le vieux juge s'est poursuivi sans moi, tant j'en garde peu de souvenirs, comme si j'en avais été absent. Après quelques recommandations sans importance et ayant terminé de compléter son dossier, le vieil homme reprit. « La vie ne changera pas beaucoup pour toi. Tu continueras d'aller à l'école, tu passeras la semaine chez l'un de tes parents, le week-end chez l'autre, et le temps des vacances sera partagé, équitablement. J'y veillerai. » Et le vieux juge poursuit. Tes parents ne se disputeront plus, ce sera plus calme, et ce peut être la possibilité de certains avantages, surtout à Noël, qu'en penses-tu ? Et puis, tu sais mon garçon, avoir deux foyers, c'est toujours mieux que de ne pas en avoir du tout. La dernière phrase du vieil homme m'éveilla. Il me semblait découvrir que l'on pouvait utiliser le mot foyer en considérant le domicile familial. Mais par quelle magie pouvait-on associer chaleur, bien-être et réconfort qui se dégagent de ce mot
et l'ambiance familiale, sombre, froide et quelquefois si triste de ces dernières années. 2 foyers, mais un seul aurait suffi. 2 foyers. Je faisais rouler dans ma petite tête ces mots pour essayer d'en découvrir les subtilités, en percer le mystère, tant je sentais que leur sens portait bien au-delà de ce qui était convenu. Ces 2 foyers me ramenaient à mes lectures, au grand livre des étoiles, et m'envoyaient vers les précieuses lois de Kepler. On y faisait mention de 2 foyers. Mais dans quel ordre et de quelle façon? J'avais cette intuition que je pouvais en être concerné et que, sans le vouloir, l'homme gris venait de me donner une clé qui me permettait peut-être d'ouvrir de nouvelles perspectives dans cette situation que je ne maîtrisais pas, dans cette vie dans laquelle je me sentais trop à l'étroit. Le vieil homme referma le dossier en me dévisageant, comme s'il cherchait à lire dans mes pensées. J'étais un peu gêné. Il prit une grande respiration et me dit « Bien, je vais m'entretenir maintenant avec ta maman. Tu pourras l'attendre à côté, mon bonhomme. Je te raccompagne. » Je quittai donc le cabinet en tentant de masquer mon désarroi et essayant de me rappeler précisément les mots du célèbre astronome. Je n'y parvenais pas. Tout était confus. Je devais rapidement retrouver mon univers, mes livres, afin de lever ce doute et tenter de résoudre cette énigme. Le juge me suit et ouvre la porte, qui se plaint à nouveau. « Madame, je suis à vous. » Flatté, je croise ma mère souriante qui lui tend une main molle et légère, exhibant ce saphir qu'elle fait souvent glisser autour de l'annulaire lorsqu'elle est nerveuse ou préoccupée. Maintenant seul, je constate que la nuit tombe et j'imagine que mes camarades de classe sont sortis de l'étude. Je n'aurai donc pas le privilège de faire revivre à mon auditoire habituel la dernière bataille de mon héros pendant le temps de la récréation de demain. Soit, mon avantage s'est transformé en handicap. Nous glissons le long des trottoirs sous la pluie. Nous avons dépassé l'hôtel de l'Opéra et remontons la place du Capitole. La démarche rapide, mal assurée et la poignée de main ferme de ma mère trahissent une préoccupation que la pluie ne saurait à elle seule justifier. Je ne laisserai pas la garde à ton père, tu m'entends? Il en est hors de question. Tu resteras avec moi. Un point, c'est tout, dit ma mère en pressant le pas et sans me regarder. Peut-être me soupçonnait-elle d'avoir parti pris pour mon père. Je n'avais pourtant rien répondu au vieux juge. J'imaginais donc que son entretien n'avait pas tourné à son avantage. Elle qui avait pour habitude de détester tout ce qui pouvait entraver sa liberté ou contrarier ses décisions. Nous enjambions les flaques d'eau. Ma mère tirait un peu sur son long chapeau noir, comme pour mieux s'abriter du déluge, mais le fin sisal filtrait quelques perles d'eau qui lui glissaient le long du visage. Elle était gracieuse et délicate, comme fragile. Ma mère était née d'une famille modeste de la banlieue de Toulouse. Son second mariage fut certainement une revanche, une victoire sociale. Elle avait de l'argent, acquis une certaine notoriété dont elle usait fort habilement, et avait dû avoir un enfant dont je compris plus tard qu'elle ne voulait pas. Mais ses nombreuses relations extra-conjugales et sa consommation d'alcool l'avaient amenée à se compromettre aux yeux de son mari, mon père.
Ces légèretés, cette impéritie allaient peut-être lui coûter. Elle menait grande vie, aimait l'art, la mode et les petits caracs, cette pâtisserie locale qu'elle faisait glisser avec une coupe de champagne. Je m'amusais à découvrir ces quartiers de lune de chocolat abandonnés par ses lèvres sur le bord du verre. Je les regardais tourner dans les mains de ma mère, espérant secrètement qu'elle ne les déposât pas 2 fois au même endroit. Se chevauchant, ils en auraient perdu forme. Comme un signe du ciel, les astres bruns indiquaient que nous passerions un bon moment, enivrant, plein de gaieté, de rire et de bonne humeur. Il lui arrivait quelquefois de m'oublier dans les magasins. Je la retrouvais souvent dans une boutique ou une autre d'une de ses amies. Je les connaissais par cœur. « Mon Dieu !» disait-elle, redécouvrant qu'elle avait un fils. « Je t'ai encore oublié, excuse-moi. » Une longue cigarette prolongeant les doigts d'une main lancée par-dessus son épaule et soufflant précieusement une mince fumée vers le plafonnier. J'étais invité à attendre là que ces dames eussent fini de bavarder, quelquefois plus rieuses que les oiseaux du bord de mer. Elle me raccompagnait ensuite au domicile, toisant le reflet de sa silhouette comme on admire une belle robe dans les vitrines des magasins. Je crois que j'ai aimé ma mère autant que je m'ennuyais. Marquant une pause sous un abribus vide pour mieux nous protéger du temps, ma mère retournait son sac pour en sortir un petit miroir et se dévisager. « Qu'as-tu dit au juge ?» me demanda-t-elle sur un ton un peu suspicieux. « Mais rien, maman, » répondis-je. « C'est étrange. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde m'en veut aujourd'hui. Même le ciel est contre moi, » dit-elle en relevant la tête et replaçant le miroir dans son sac. Ma mère me regarde à nouveau. « Tu vas prendre froid, mon garçon. La pluie cesse. Allons-y. » Nous avons alors repris notre chemin. « Je vais te ramener à l'appartement. Je vais me changer et je repartirai. Tante Bernadette s'occupera de toi en attendant que ton père rentre. » Mon père était notaire, comme l'avait été le sien, et lui aussi rejoignait son étude tous les jours de la semaine, comme il lui plaisait quelquefois à me le rappeler. Issu de la grande bourgeoisie toulousaine, il reçut une éducation stricte. Il avait travaillé un temps à Paris et était revenu à Toulouse pour s'y fixer définitivement, lorsqu'il rencontra ma mère. Il éprouvait beaucoup de plaisir à me raconter comment il lui arrivait, dans son enfance, de contourner secrètement les règles qui régissaient le palais familial. Il en était très fier, comme s'il eût mené à sa façon une révolution de velours, comme il aimait l'appeler. Il parlait peu, cultivait la rigueur, ne buvait pas d'alcool, et ses week-ends étaient studieux et monotones. Il recevait rarement à la maison, et ses quelques amis étaient d'illustres notables, tout aussi ternes, mais habiles dans les affaires. D'humeur toujours égale, il se passionnait pour les monarchies des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, et en gardait les ouvrages dans une précieuse et vaste bibliothèque dont il cachait la clé. Il avait grande allure, n'aimait pas l'agitation et le bruit. Lorsqu'il lui arrivait de s'assoupir après le déjeuner, ma mère me rappelait à l'ordre, et sur le ton de la dérision me disait « Chut, le roi sommeille ». Je l'entendais rentrer le soir depuis ma chambre, remontant les escaliers qui grinçaient. J'étais rassuré. Il était apaisant et équilibrait de sa seule présence les impatiences de ma mère jusqu'à ce qu'elle décidât, sans lui dire, qu'il ne lui était plus suffisant.
Nous avions maintenant rejoint le domicile familial et, de retour dans mon univers, je me précipite vers mes livres et j'attrape l'encyclopédie que m'avait offerte mon père l'été dernier. Les pages défilent jusqu'à ce que je m'arrête sur le portrait du grand Kepler. Elle était là, cette loi qu'ignore certainement le vieux juge gris, me demandant vers qui de ma mère ou de mon père se portait ma préférence. Les planètes du système solaire décrivent des trajectoires elliptiques dont le Soleil occupe l'un des deux foyers. Mon intuition était bonne. Je comprenais alors, avec beaucoup de satisfaction, que j'étais moi aussi, dans ma vie personnelle, debout sur cette petite planète et sur une trajectoire qui orbitait de façon équilibrée et constante autour de deux référents majeurs de ma vie, sans jamais m'y arrêter, mais en les contournant sans cesse. Cette métaphore me convenait très bien. Mon père, acteur principal de la scène et source de gravité, éclairait le chemin, tandis que ma mère occupait cette autre place de façon plus discrète, même s'il m'était difficile d'imaginer qu'elle puisse tenir une position de femme, quel qu'en soit le foyer, tant elle brillait par son absence et son inconstance. Je me sentais maintenant très calme, rassuré. Ma mère et mon père avaient retrouvé leurs positions respectives. Tout devenait plus clair. Je ne me sentais plus seul, mais plutôt bien accompagné, quel que soit le foyer duquel je me rapprocherais en m'éloignant de l'autre. Ces constats m'aidaient à libérer ce nœud, pour que continuât à s'étirer le fil. Tant la voie qui semblait tracée était rassurante, source de bien-être et d'équilibre. Je n'avais plus à fuir cette trajectoire, et je pouvais maintenant accepter la situation.